Shahryar sont tous les deux frères et sultans. Shahryar est roi de Tartarie et il a assisté à l'adultère de sa belle-sœur. Il voudrait en garder le secret, mais son frère veut absolument savoir ce qui s'est passé. La Tartarie, vous connaissez? Moi, je ne connaissais pas et je me suis renseignée. En fait, c'est le nom donné au Moyen-Âge à l'Asie centrale et septentrionale. Ça inclut la Sibérie, le Turkestan, la Mandchourie, la Mongolie et le Tibet. L'histoire continue ainsi. Le roi de Tartarie, ne pouvant plus s'en défendre, fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu, du déguisement des Noirs, de l'emportement de la sultane et de ses femmes, et il n'oublia pas Massoud. Après avoir été témoin de ces infamies, continua-t-il, je pensais que toutes les femmes y étaient naturellement portées et qu'elles ne pouvaient résister à leur penchant. Prévenu de cette opinion, il me parut que c'était une grande faiblesse à un homme d'attacher son repos à leur fidélité. Cette réflexion m'en fit faire beaucoup d'autres, et enfin je jugeais que je ne pouvais prendre un meilleur parti que de me consoler. Il m'en a coûté quelques efforts, mais j'en suis venue à bout, et si vous m'en croyez, vous suivrez mon exemple. Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put le goûter. Il entra même en fureur. « Quoi, dit-il, la sultane des Indes est capable de se prostituer d'une manière si indigne ? Non, mon frère, ajouta-t-il, je ne puis croire que ce que vous me dites, si je ne le vois de mes propres yeux. Il faut que les vôtres vous aient trompé. La chose est importante pour mériter que j'en sois assuré par moi-même. » Mon frère, répondit Schahzenan, si vous voulez en être témoin, cela n'est pas fort difficile. Vous n'avez qu'à faire une nouvelle partie de chasse. Quand nous serons hors de la ville avec votre cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos pavillons et la nuit, nous reviendrons tout seuls dans mon appartement. Je suis assuré que le lendemain vous verrez ce que j'ai vu. Le sultan approuva le stratagème et ordonna aussitôt une nouvelle chasse, de sorte que dès le même jour, les pavillons furent dressés au lieu désigné. Le jour suivant, les deux princes partirent avec toute leur suite. Ils arrivèrent où ils devaient camper et ils y demeurèrent jusqu'à la nuit. Alors Shahryar appela son grand vizir et, sans lui découvrir son dessein, lui demanda de tenir sa place pendant son absence et de ne permettre à personne de sortir du camp pour quelque sujet que ce fût. D'abord qu'il eut donné cet ordre, le roi de la Grande Tartarie et lui montèrent à cheval, passèrent incognito au travers du camp, rentrèrent dans la ville et se rendirent au palais qu'occupait Schahzenan. Ils se couchèrent, et le lendemain de bon matin, ils s'allèrent placer à la fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des Noirs. Ils jouirent quelque temps de la fraîcheur, car le soleil n'était pas encore levé, et en s'entretenant, ils jetaient souvent les yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin, et pour dire le reste en peu de mots, la sultane parut avec ses femmes et les 10 Noirs déguisés. Elle appela Massoud. Et le sultan en vit plus qu'il n'en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur. « Oh Dieu !» s'écria-t-il, « quelle indignité, quelle horreur ! L'épouse d'un souverain tel que moi peut-elle être capable de cette infamie ? Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux ? Ah, mon frère, poursuivit-il, en embrassant le roi de Tartarie, renonçons tous les deux au monde. La bonne foi en est bannie. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. Abandonnons nos États et tous l'éclat qui nous environnent. Allons dans des royaumes étrangers, traîner une vie obscure et cacher notre infortune. Schahzenan n'approuvait pas cette résolution, mais il n'osa la combattre dans l'emportement où il voyait Shahryar. « Mon frère, lui dit-il, je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre. Je suis prêt à vous suivre partout où il vous plaira,
mais promettez-moi que nous reviendrons si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. » « Je vous le promets, » répondit le sultan, « mais je doute fort que nous trouvions quelque personne qui le puisse être. » « Je ne suis pas de votre sentiment là-dessus, » répliqua le roi de Tartarie. « Peut-être même ne voyagerons-nous pas longtemps ?» En disant cela, ils sortirent secrètement du palais et prirent un autre chemin que celui par où ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu'ils eurent du jour assez pour se conduire et passèrent la première nuit sous des arbres. S'étant levés dès le point du jour, ils continuèrent leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une belle prairie sur le bord de la mer, où il y avait d'espace en espace de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un de ces arbres pour se délasser et y prendre le frais. L'infidélité des princesses, leurs femmes, fit le sujet de leur conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient lorsqu'ils entendirent assez près d'eux un bruit horrible du côté de la mer et un cri effroyable qui les remplit de crainte. Alors, la mer s'ouvrit et il s'en éleva comme une grosse colonne noire qui semblait s'aller perdre dans les nues. Cet objet redoubla leur frayeur. Ils se levèrent promptement et montèrent au haut de l'arbre qui leur parut le plus proche à les cacher. Et ils y furent à peine montés que, regardant vers l'endroit d'où le bruit partait et où la mer s'était entr'ouverte, ils remarquèrent que la colonne noire s'avançait vers le rivage en fendant l'eau. Ils ne purent dans le moment démêler de ce qui pouvait être, mais ils en furent bientôt éclaircis. C'était un de ces génies qui sont malins, malfaisants et ennemis mortels des hommes. Il était noir et hideux, avait la forme d'un géant d'une hauteur prodigieuse et portait sur sa tête une grande caisse de verre fermée à 4 serrures d'acier fin. Il entra dans la prairie avec cette charge qu'il vint poser justement au pied de l'arbre où étaient les 2 princes, qui, connaissant l'extrême péril où ils se trouvaient, se crurent perdus. Cependant, le génie s'assit auprès de la caisse, et l'ayant ouverte avec 4 clés qui étaient cachées à sa ceinture, il en sortit aussitôt une dame très richement habillée, d'une taille majestueuse et d'une beauté parfaite. Le monstre la fit asseoir à ses côtés et, le regardant amoureusement, « Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les dames qui sont admirées pour leur beauté, charmante personne. Vous que j'ai enlevé le jour de vos noces et que j'ai toujours aimé depuis si constamment, vous voudrez bien que je dorme quelques moments près de vous? Le sommeil dont je me sens accablé m'est fait venir en cet endroit pour prendre un peu de repos. » En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur les genoux de la dame. Ensuite, ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir, et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retentir le rivage. La dame alors leva la vue par hasard, et apercevant les princes au haut de l'arbre, elle leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit. Leur frayeur fut extrême quand ils se virent découverts. Ils supplièrent la dame par d'autres signes de les dispenser de lui obéir, mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses genoux la tête du génie et l'avoir posée légèrement à terre, se leva et leur dit d'un ton de voix bas mais animé: « Descendez! Il faut absolument que vous veniez à moi !» Ils voulurent vainement lui faire comprendre encore par leurs gestes qu'ils craignaient le génie. « Descendez donc !» leur répliqua-t-elle sur le même ton. « Si vous ne hâtez de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. »